Fugazi, l'un des groupes les plus reconnus de la scène indépendante américaine, a récemment mis en ligne la quasi-totalité de ses prestations live, soit plus de 800 enregistrements réalisés entre 1987 et 2003. Un tel projet se distingue à la fois par son ampleur, les formations rock se contentant généralement de produire 1 ou 2 disques en concert au cours de leur carrière, et par sa perspective, le label alternatif Dischord se lançant ainsi dans des activités curatoriales habituellement prises en charge par les institutions officielles de la culture, comme les musées, les bibliothèques ou les universités. Ma communication réfléchira à cette démarche à la fois du point de vue du document, les variations infinies des concerts s'opposant aux versions arrêtées des albums studio, et de celui du canon, Fugazi souhaitant manifestement, par la constitution de cette archive numérique, contribuer à une histoire parallèle du rock. Qu'est-ce que Fugazi? Fugazi est un groupe issu de Washington, D.C., qui a sévi de 1987 à 2003. Il est constitué des chanteurs-guitaristes Ian MacKaye et Guy Picciotto, du bassiste Joe Lally et du batteur Brendan Canty. Tant par sa musique que par sa démarche, la formation est considérée comme étant emblématique du rock alternatif américain des années 90. Du point de vue de la musique, Fugazi est constitué d'anciens membres de groupes hardcore des années 80 qui cherchent à fonder une scène plus positive en réaction à la violence gratuite qui prévaut désormais dans ce milieu. Leurs chansons sont donc, du moins à l'origine, plus lentes, fondées sur un groove qui rappelle parfois le reggae. Au fil de leurs nombreux disques, ils tendront toutefois de plus en plus vers ce qu'on pourrait nommer le art rock, soit une forme sophistiquée de recherche sonore. Du point de vue de la démarche, Fugazi valorise fermement son indépendance, ne se produisant en concert que dans les circuits alternatifs et faisant paraître ses propres disques sur le label Dischord, dont le chanteur Ian MacKaye est l'un des cofondateurs. Dans les deux cas, il s'agit de préserver une intégrité artistique face à de possibles ingérences d'ordre commercial et de pratiquer une politique du plus bas prix possible. De ce fait, les concerts de Fugazi ont eu pour prix d'entrée entre 5 et 6 $, alors que leurs disques pouvaient se commander directement auprès de Dischord pour une somme allant de 8 à 10 $. Le groupe a par ailleurs toujours refusé de produire des vidéos ou des produits dérivés comme des t-shirts ou des autocollants pour promouvoir sa musique, estimant que de telles pratiques détournaient de l'essentiel. Ces prises de position sont souvent reflétées, bien que de manière abstraite, métaphorique, dans les paroles du groupe. En témoigne la chanson Merchandise, dont le texte est pour une fois plutôt transparent. « We owe you nothing, you have no control, you are not what you own ». L'intransigeance artistique et commerciale de Fugazi s'est fait d'autant plus remarquer que la formation a rapidement obtenu un certain succès. Leurs disques attiraient fréquemment des foules de plus de 1000 personnes et certains de leurs disques sont vendus à plus d'1 million d'exemplaires. C'est cette réussite alternative, accordée aux valeurs du groupe et non pas aux pratiques de l'industrie, qui est à l'origine d'un projet comme la Live Series. D'où vient l'impulsion de s'autodocumenter? La Live Series ne constitue pas la première tentative de Fugazi de pérenniser sa démarche autrement que par des albums studio. Le cinéaste Jem Cohen, ami de longue date du groupe, a fait paraître en 1999 le film documentaire Instrument, réalisé à partir d'images prises en tournée ou en studio entre 1987 et 1998. Le photographe Glenn E. Friedman, renommé pour son travail autour de la scène hardcore, a quant à lui publié l'album Keep Your Eyes Open en 2007, qui collige ses meilleurs clichés de la formation, réalisés là encore au fil des années. Si ces deux parutions complémentent de manière pertinente la production discographique de Fugazi et ont été réalisées en collaboration avec les membres du groupe, elles n'émanent pas directement de celui-ci. Or, c'est là que réside l'intérêt tout particulier de la Live Series. D'où vient la Live Series? Selon les estimés de la formation, Fugazi aurait donné plus de 1000 concerts au fil de ses 15 années d'existence. Sur ceux-ci, environ 800 auraient fait l'objet de captations audio. Ces dernières consistent en des enregistrements sur cassette ou sur date, réalisés directement à partir de la console de mixage par l'un de leurs sonorisateurs. À l'origine, alors que le groupe n'avait pas encore travaillé en studio, il s'agissait de garder trace des morceaux, d'avoir un outil de travail pour la composition et les arrangements. Puis, alors que les concerts et les tournées se sont enchaînés, la formation a conservé l'habitude d'enregistrer ses prestations, sans pour autant avoir le loisir ou l'intérêt de se réécouter régulièrement. Les cassettes se sont donc accumulées, sans que personne ne sache qu'en faire. En 2004, après la dissolution du groupe, le label Dischord a fait paraître une série de CD live à tirage limité issus de ces enregistrements, mais le résultat a été jugé peu concluant, notamment à cause du choix arbitraire effectué parmi le matériel disponible. En 2011, soit près de 10 ans après le split du groupe,
Discord a lancé la Fugazi Live Series, qui donne accès, par le biais de l'Internet, à la quasi-intégralité de ses 800 enregistrements réalisés entre 1987 et 2003. Comment fonctionne la Live Series? La collection est hébergée par le site de Discord, mais bénéficie d'une arborescence indépendante. Il s'agit donc d'un répertoire qui se veut distinct du reste du catalogue du label. L'interface est simple et conviviale. La présentation par défaut recense l'entièreté des concerts du groupe, en ordre chronologique, tout en précisant pour lesquels de ceux-ci un enregistrement est disponible. Un moteur de recherche permet toutefois de filtrer les captations selon la ville où elles ont eu lieu ou selon les chansons qui y figurent. Chaque concert, y compris ceux pour lesquels un enregistrement n'est pas disponible, bénéficie de sa propre page où figure un certain nombre d'informations contextuelles. On y trouve par exemple, selon le matériel existant, le nom de la salle, le prix d'entrée, les noms des autres groupes, une reproduction de l'affiche, des photos de l'événement, etc. Des indications sur la qualité sonore de la captation sont également fournies. Chaque concert peut être téléchargé pour une somme laissée à la discrétion de l'acheteur. Le prix proposé par défaut est de 5 $, soit le prix d'un concert de Fugazi à l'époque, mais un menu déroulant offre un choix s'étalant de 1 à 100 $. Un accès illimité à la série est également offert pour une somme unique de 500 $. Il est à noter qu'on ne peut se procurer que des concerts complets. Les chansons, bien qu'elles fassent l'objet de fichiers séparés, ne sont pas proposées à la pièce. Comment penser la Live Series? La Live Series constitue donc une entreprise originale de pérennisation, si ce n'est d'archivage, de l'œuvre d'un groupe, entreprise qui se distingue à la fois par sa démesure et par son caractère autogéré et autofinancé. Si l'on en croit les membres de la formation, le projet serait pour le moment du moins déficitaire. Les frais engagés pour la numérisation et la masterisation subséquente des enregistrements, auxquels s'ajoutent ceux occasionnés par la constitution de la base de données et du site Web, dépasseraient de loin les revenus générés par les faibles tarifs pratiqués. Il est vrai que l'offre simultanée de quelques 800 concerts d'un groupe alternatif scindé il y a 15 ans ne constitue pas une stratégie commerciale particulièrement porteuse. À ceci s'ajoute le fait que l'auditeur potentiel se voit rapidement dépassé par l'ampleur du matériel qui s'offre à lui. Rares seront ceux qui exploreront la collection dans ses moindres détails. Le geste posé par Fugazi dans la constitution de sa Live Series semble dès lors avant tout idéologique. On peut le comprendre, et c'est ce que je suis en train de démontrer ici, comme une prolongation et une exacerbation de la logique du DIY, ou do-it-yourself, typique de la scène hardcore américaine des années 80, ce qui ne va pas sans soulever un certain nombre de paradoxes du point de vue de l'archive et de la gestion du patrimoine. Pourquoi une autoproduction? Ian MacKaye, chanteur de Fugazi et cofondateur de Discord Records, use d'un terme récurrent dans l'évocation de l'activité de son label, « document ». Ce mot, employé à la fois comme substantif et comme verbe, « a document »,« to document », se substitue ainsi implicitement à celui d'œuvre. Cette posture quasi-ethnologique s'explique du fait que Discord, dont le nom génial évoque à la fois la colère, un accord dissonant car le H est ici de trop, et la ville de Washington, D.C., a été à l'origine créé pour conserver le répertoire de formations hardcore éphémères dont le disque unique paraissait souvent à titre posthume. Comme ces groupes n'avaient d'autre public que leur entourage immédiat, il s'agissait moins de faire œuvre que de consigner une production sinon vouée à disparaître. Le succès international de Minor Threat, autre groupe de MacKaye, a rapidement permis à Discord d'évoluer pour constituer un véritable label, voué à soutenir des formations en activité. Le discours d'accompagnement est toutefois demeuré le même, se traduisant souvent, dans le plus pur esprit indie, dans des productions dépouillées laissant transparaître certains sentiments d'urgence. L'autoproduction serait ainsi, contrairement aux pratiques des majors, qui visent à reproduire un canon ou à répondre aux attentes d'une clientèle ciblée, le moyen de parvenir à une certaine authenticité. Dès lors, pour MacKaye et l'étiquette Discord, un disque se veut avant tout un document, un témoignage et donc une forme d'archive. Il est à noter que le label, voué depuis ses débuts à un fonctionnement reposant sur le bouche à oreille et sur les commandes individuelles à distance, s'est particulièrement bien adapté au tournant numérique qui a marqué l'entièreté de l'industrie du disque ces dernières années. Pourquoi des enregistrements live? Suivant la logique de l'authenticité évoquée précédemment, un album live est, dans l'univers du rock, l'occasion pour un groupe de faire preuve de ses capacités réelles. En effet, même la production la plus lo-fi ne peut entièrement masquer le fait que le travail de studio comporte sa part d'artifice, de prises multiples et superposées. À ceci s'ajoutent des effets compensatoires, dont aujourd'hui l'omniprésent Auto-Tune,
qui permettent à certains des performances dont ils seraient bien incapables autrement. Le live est donc, de ce point de vue, un autre type de document brut, dont les quelques imperfections attestent de la véracité et viennent d'autant plus mettre en valeur la qualité générale. Cela étant dit, la plupart des groupes se prévalant de cette logique font habituellement paraître un album en concert, ou 2 ou 3, attestant de diverses étapes de leur carrière, pas plusieurs centaines. Pourquoi 800 concerts? La dynamique de la Live Series a été comparée par certains à la démarche de jam bands comme Phish ou The Grateful Dead, qui permettaient à leurs fans d'enregistrer leurs concerts, lesquels se distinguaient fortement les uns des autres à cause de l'importance part allouée à l'improvisation, et à échanger leurs enregistrements par le biais de réseaux informels. Fugazi se distingue toutefois par la prise en charge du processus par le groupe lui-même et par l'impression de totalité qui, de ce fait, s'en dégage. Le résultat s'impose alors pour des raisons tant artistiques ou musicales que communautaires. Du point de vue de la musique, la proposition de Fugazi a pour effet de souligner implicitement l'unicité de chaque prestation. Le groupe est notamment reconnu pour son dédain des setlists. Les musiciens maîtrisaient l'entièreté de leur répertoire, ce qui vers la fin représentait environ 90 titres, et enchaînaient les morceaux selon leur humeur du moment et l'attitude du public. S'ils ne versaient pas pour autant dans de longues improvisations, chaque concert était un tout organique, unique dans sa construction et son enchaînement. D'où probablement la décision d'offrir ceux-ci en ligne uniquement dans leur entièreté. Le choix de tout inclure a en outre pour effet de rappeler que divers critères jouent dans l'appréciation d'un concert. Il peut s'agir de la perfection technique de la prestation, de l'émotion qui s'en dégage, ce qui n'est pas incompatible avec certains ratés, de l'ambiance qui émane de la salle et qui influe sur le jeu du groupe, ou plus banalement, et uniquement dans le cas d'un enregistrement sonore, de la qualité de la captation. Chaque auditeur potentiel peut ainsi choisir ce qu'il préfère. Du point de vue de la communauté, l'ampleur de l'offre fait écho à l'éthos du mouvement hardcore ou indie, qui valorise l'importance des scènes locales, dans la mesure où elle permet à chaque fan de longue date du groupe de se replonger dans un concert auquel il a assisté. Le temps retrouvé est dès lors à la fois celui du groupe et de son public. Le fait que le site encourage les visiteurs à soumettre des photos ou des témoignages des concerts auxquels ils ont assisté contribue d'ailleurs à souder encore davantage cette dynamique communautaire. C'est donc par sa démesure que la Live Series constitue une forme d'archive. Si, pour le groupe et son label, un enregistrement, et tout particulièrement un enregistrement live, constitue un document, c'est dans leur accumulation que ces 10 documents témoignent de leur singularité et de leur intérêt pour un public varié. Quelle est la finalité d'une telle démarche? Ian MacKaye a récemment été invité à la Library of Congress à Washington, on n'a plus les punks qu'on avait, pour y présenter une conférence sur ses activités de numérisation à l'initiative du National Digital Information Infrastructure and Preservation Program. Il y évoque notamment la profession de journaliste exercée par sa grand-mère et son père et l'usage constant du dictaphone que celle-ci impliquait. De même, il fait part de la propension de sa mère à archiver soigneusement l'entièreté de sa correspondance. Par-delà ces sympathiques ouvertures biographiques, MacKaye offre un aperçu fort intéressant des motivations de la Live Series lorsqu'il établit un lien entre patrimoine et légitimité. Most of the time in the past, what was happening has always been sort of curated by the major label industry. They're the ones who've decided about the history of rock. Il précise sa pensée à l'aide d'un exemple révélateur, soit that incredibly informative history of rock that was on the PBS channel some years ago, maybe in the late 90s. The punk chapter was great because the Sex Pistols were playing, the Ramones, and then Nirvana. So it's a serious 15-year jump. But meanwhile, right here in the United States, there were kids, just kids, 12, 13, 14, 15, 6-year-old kids, who for the first time really were writing their own songs, putting on their own shows, putting out their own records. They have their own fanzines, creating networks, touring around the country. It's crazy the stuff that was going on. But this is happening, and it was completely under the radar, and nobody in the major labels had anything to do with it whatsoever until that familiar odor of money made it over the mountains to them. I mean, I don't think they're evil. It's just their nature. They've just got to work like that. But for PBS, to just skip over this profoundly important chapter of American music history is disappointing, and it calls into question all histories and all documentaries. That's what I've learned about being a part of something that is considered history, is that it's really questionable what actually happened. There's a lot more to this story. On comprend dès lors que la Live Series se veut, du moins en partie, une contribution à une histoire parallèle du rock, voire à son histoire tout court, une fois l'influence délétère des majors, et surtout l'impact qu'elles exercent sur le canon et l'histoire du genre,
minorée par un complément d'information salutaire. On n'est pas loin ici de la tension entre histoire avec un grand H et mémoire qui occupait la communauté savante ces mêmes années. La référence faite à Nirvana est en outre significative dans la mesure où le succès planétaire de Nevermind a marqué la récupération commerciale du son punk, près de 20 ans après sa création, par l'industrie culturelle. Dans le sillage de Smells Like Teen Spirit se sont en effet engouffrés des groupes comme Green Day, Bad Religion ou NoFX, pour ne nommer que les moins irritants, qui ont contribué encore davantage à brouiller les cartes entre mainstream et underground. Dans le morceau Target, sorti en 1995, Fugazi déclare d'ailleurs « I realize that I hate the sound of guitars, 1,000 grudging young millionaires ». Le résultat de la vague grunge et néo-punk fut ainsi que l'authenticité, au sens où on l'entendait dans les années 70 et 80, ne s'est soudain plus mesurée à l'étalon du son ou du discours, désormais galvaudé, mais bien celui de l'intégrité des moyens de production et de diffusion. Le credo alternatif ou indie s'est alors reconstitué précisément sur l'absence de moyens qui voue cette scène à une certaine invisibilité sociale. Mais c'est ici que l'Internet, grand égalisateur culturel, vient opérer un renversement, fût-il purement symbolique. L'archive fugazienne a donc ceci d'intéressant qu'elle choisit de lutter précisément sur un terrain fragilisé en transposant la logique du DIY ou do-it-yourself de l'approche strictement synchronique d'une résistance au présent à une stratégie diachronique qui cherche maintenant à s'imposer du point de vue de la postérité. Une implication citoyenne. Dans la présentation qu'elle fait de lui, la directrice du National Digital Information Infrastructure and Preservation Program décrit Ian MacKaye comme un « citizen archivist ». L'expression fait apparemment référence à un article de Richard J. Cox intitulé « Digital Curation and the Citizen Archivist » paru en 2009. Or, le propos de ce texte concerne les individus et les familles qui mettent en valeur leurs archives personnelles par le biais du numérique. Le cas de MacKaye et de Fugazi est manifestement différent en ce que, d'une part, ce qui est consigné est une production artistique, et d'autre part, on cherche à y perpétuer la communauté qui s'est constituée autour de telles manifestations. Si l'appellation de citizen archivist est malgré tout ici pertinente, c'est moins, comme l'entendent avec une certaine condescendance les archivistes professionnels, dans son acception de celui qui n'est pas investi d'une responsabilité officielle, que dans celle, historique, de celui qui, jouissant du droit de citer, prend part à la vie politique de celle-ci. En effet, la grande force symbolique de la Live Series est, dans le plus pur esprit démocratique, comme l'entend Jacques Rancière notamment, de tenter de repenser l'histoire du rock du point de vue d'une inclusivité et d'une représentativité accrue. La désillusion dont fait preuve MacKaye à l'égard des capacités de PBS, pourtant un symbole de la culture non commerciale, à relayer certaines manifestations de l'underground, paraît par ailleurs confirmer sa décision de ne pas laisser la gestion du patrimoine aux seules mains des institutions publiques ou paragouvernementales. Vers une archive 2.0. Cette démarche, dans son ambition et ses visées, paraît hautement instructive du point de vue des études littéraires ou, plus généralement, des humanités. Dans le monde du livre, les instances de création, pour parler comme Pierre Bourdieu, sont généralement distinctes des instances de production. Publier à compte d'auteur est en effet souvent mal vu. De même, les instances de reproduction et de conservation sont en leur tour compartimentées. C'est la différence notamment entre l'édition et l'enseignement ou la recherche. Ici, Fugazi réussit le tour de force d'incarner toutes les instances à la fois, de la création à sa production, diffusion, pérennisation, et donc, du moins dans la perspective du groupe, légitimation, le tout sans susciter l'opprobre qu'accompagnerait inévitablement une telle démarche dans le monde des lettres. On pense à Victor Lévy-Beaulieu, par exemple. Reste bien évidemment à voir si une telle entreprise sera couronnée de succès, mais l'intérêt qu'elle suscite déjà, tant dans la presse musicale spécialisée, de Spin à Wired, que dans les médias institués du New York Times à la BBC, suggère une pertinence et une sympathie manifeste. Il est vrai, cela étant dit, que l'institution potentiellement mise à mal ici est avant tout l'industrie du divertissement, aux motivations ouvertement capitalistes, et non pas l'académie, instance plus ou moins inexistante dans le cas du rock. Tout ceci est néanmoins instructif à observer du point de vue qui est le nôtre, car si une telle tendance se maintient et se généralise, l'archive culturelle, jusqu'à tout récemment l'apanage des universités, des bibliothèques et des musées, pourrait continuer à s'accroître et à se disperser, cela entraînant bien évidemment des conséquences, comme on le constate d'ailleurs déjà, sur la constitution de l'histoire et du canon des arts et des lettres. Bon, ma dernière mini-section, un work in progress. Maintenant que la Live Series est presque entièrement mise en ligne, Fugazi, décidément très actif pour un groupe dissous depuis presque 15 ans, s'est lancé dans un nouveau projet.
La formation a fait paraître il y a quelques mois sa maquette initiale ou First Demo. Cet enregistrement présente un intérêt certain pour les aficionados du groupe, mais demeure néanmoins, en une optique qui ne doit pas déplaire à Discord, plus près du document que de l'œuvre achevée. Or, Ian MacKaye déclarait en entrevue posséder des dizaines d'autres enregistrements du groupe, allant de la simple répétition aux prises délaissées de studio. Une publication intégrale de Fugazi est-elle dès lors à prévoir dans les prochaines années? Feront-ils d'eux-mêmes les Nietzsche ou les Proust du monde alternatif, où le moindre élément potentiellement significatif se verra exploité et mis en valeur, et ce, jusqu'à l'absurde? En d'autres mots, à force de vouloir s'approprier les mécanismes de légitimation de la culture instituée, le rock alternatif en viendra-t-il à reproduire, maintenant que l'Internet le lui permet, les incongruités et les excès? L'avenir seul nous le dira.